poursuivons nos rencontres et nos débats pour un jour, un débat avec nos deux invités. Paul Frappé, vous êtes médecin généraliste et vous êtes le président du Collège de la médecine générale. Et Christophe Aubé, vous êtes radiologue à Angers et vous êtes particulièrement, si j'ai bien compris, impliqué dans ces dialogues entre médecins généralistes et radiologues. Pourquoi faut-il être particulièrement militant du dialogue entre médecins généralistes et médecins et radiologues? Est-ce qu'il y aurait des choses qui n'iraient pas? Des choses qui n'iraient pas, il y aurait des choses qui devraient aller mieux. C'est un petit peu différent. Effectivement, on se rend compte que le dialogue n'est pas facile, alors que pourtant le dialogue a toute raison de se passer le mieux possible, puisque nous sommes tous les deux à des points clés de la prise en charge du patient. Le médecin généraliste, à l'entrée, c'est lui le premier qui va être confronté à la pathologie ou à la demande du patient. Et nous, on va arriver directement derrière en sorte de plateforme d'aiguillage, de tri, pour pouvoir effectivement après continuer dans la bonne voie la prise en charge du patient. Donc c'est un couple, c'est une synergie qui doit absolument exister pour la prise en charge du patient. C'est un peu votre analyse, Paul Frappé également. C'est-à-dire vous êtes tous les deux d'ailleurs à l'origine avec nos excellents confrères du Généraliste, du journal Le Généraliste. Vous êtes à l'origine de cette rencontre, notamment au travers d'un symposium ce matin entre le travail, les relations de travail entre les deux professions. Oui, tout à fait. On ne peut pas nier aujourd'hui que la qualité des soins ne peut pas se réduire au colloque singulier, à la prise en charge au sein du cabinet. On sait que dans nos adressages, dans les relations qu'on a avec les différentes autres disciplines, il y a aussi des enjeux de qualité, voire même on peut... quand on dit avant tout ne pas nuire, eh ben on peut être délétère si l'on s'y prend mal. Et du coup, il y a un enjeu à bien dialoguer et à améliorer notre qualité ensemble, médecins généralistes et radiologues. Paul Frappé, il y a des choses particulières. Dans le fond, c'est toutes vos relations avec toutes les spécialités médicales. En quoi est-elle spécifique? Alors, spontanément, on pourrait se dire effectivement que la radiologie, c'est peut-être un peu technique, donc finalement assez éloigné de notre discipline. On a peut-être plus à faire avec des spécialités plus cliniques. Et finalement, c'est très intéressant. Et ce congrès, je trouve, l'exprime bien, et le dialogue qu'on a avec les radiologues l'exprime bien, de voir que pas du tout, on est en plein dans des enjeux non seulement techniques, mais aussi relationnels, organisationnels. Et il y a... C'est du quotidien, c'est tous les jours qu'on a des patients qui sont en contact avec des centres de radiologie, qui ont ces contacts, qui reviennent avec ces informations, pour lesquelles on doit leur délivrer des informations, et du coup c'est vraiment quelque chose de prégnant, de prévalent pour nous. Qu'est-ce que vous attendez, Christophe Aubé, d'un confrère généraliste? Qu'il m'adresse une question pour la prise en charge d'un patient à laquelle je sois capable de répondre. C'est-à-dire que la question soit rédigée de façon à ce que je puisse apporter quelque chose et que je ne sois pas juste à la réalisation d'un examen dont je ne comprends pas comment il aidera à la prise en charge du patient. Vous nous avez assez clairement, je trouve, expliqué ce matin que, évidemment, le médecin généraliste a besoin... en fait, ce que lui voit, c'est le mal de ventre. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de, a priori, de très complexe. Avant la radiologie, expliquez-nous ça, c'était assez intéressant. Je pense que culturellement, la radiologie est beaucoup plus ouverte et structurée pour travailler avec des spécialistes d'organes. C'est-à-dire que toutes nos réponses sont construites pour répondre à une pathologie. L'exemple de ce matin... on est tout à fait capable de dire comment faire un bilan et donner la réponse à un patient qui est suspect d'avoir une maladie inflammatoire de l'intestin. Mais le généraliste, jamais il a un patient qui vient avec une maladie inflammatoire de l'intestin. Le patient vient avec un symptôme, il a mal au ventre. Et donc la demande que va nous faire le médecin généraliste, c'est expliquez-moi pourquoi mon patient a mal au ventre. Et il ne va jamais nous envoyer un patient en disant « Faites-moi le bilan d'une maladie inflammatoire de l'intestin ». Et nous, on est plus souvent apte à répondre à faire le bilan d'une maladie inflammatoire de l'intestin que « Pourquoi mon patient a mal au ventre ». Et donc c'est ce dialogue qu'il faut qu'on crée pour mieux comprendre les attentes du médecin généraliste, pour mieux y répondre.
Ouais, et vous, qu'est-ce que vous attendez, vu de votre côté, d'un bon radiologue? Une bonne compréhension des enjeux de la médecine générale que viennent d'être formulés, c'est réellement ça. Les patients sont peut-être moins avancés dans leur maladie quand on les voit, et du coup les enjeux diagnostiques ne sont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes motifs, les mêmes demandes. On est confronté régulièrement à des demandes de bilan pour savoir, pour voir, faites-moi un scanner corps entier s'il vous plaît, et là-dessus il faut qu'on puisse répondre de manière coordonnée à deux, en binôme, le radiologue, le généraliste, avec un discours qui est cohérent et non pas un discours de prestataire, une vision de prestataire d'un côté et de l'autre côté simplement une négociation au sein du cabinet de médecine générale. Paul Frappé, est-ce que l'échographie, c'est le sujet qui fâche? Ah, je n'ai pas le sentiment. Ils peuvent fâcher spontanément sur le papier, vraiment au premier abord, mais alors dès qu'on commence à gratter un peu, pas du tout. Les enjeux ne sont pas les mêmes. L'échographie qui va se développer en médecine générale, qui se développe, n'est pas du tout la même et ne va pas répondre du tout aux mêmes questions que celle qui sera réalisée par le radiologue. Toutes les technologies qui se développent en médecine générale ne répondent pas aux mêmes enjeux. La réponse attendue n'est pas la même. Christophe Aubé? Oui, alors là, je dois avoir un conflit d'intérêts. Puisqu'effectivement, depuis de longues années, je m'occupe, beaucoup moins maintenant, mais je m'occupe du diplôme universitaire, interuniversitaire, d'échographie, qui forme des non-radiologues à l'échographie. Donc effectivement, pour moi, c'est cause acquise. Et effectivement, je partage tout à fait cet avis. Les examens d'imagerie se complexifient. L'échographie est un outil qui peut être utilisé de plein de façons différentes, et il peut être utilisé de façon très simple par le médecin généraliste pour répondre à des questions simples, qui sont des questions fermées, qui ne sont absolument pas le mode d'utilisation du radiologue, qui répond plus volontiers à des questions ouvertes. Pour prendre un exemple, on va rester sur le ventre. Le médecin généraliste va poser sa sonde et va répondre à la question: y a-t-il une dilatation des cavités du rein? Et le radiologue va répondre à la question: pourquoi le patient a mal? Question fermée, question ouverte. Un autre sujet, c'est évidemment la télémédecine, qui aujourd'hui, peut-être qu'on en parle plus que l'on en fait. Pour autant, la téléexpertise, c'est quand même assez intéressant. Est-ce que vous avez des liens? Est-ce que la télémédecine pourrait peut-être favoriser des liens de téléexpertise? Est-ce que c'est important, Paul Frappé? Alors oui, le développement des communications, toujours plus en avant, mais aide à créer du lien et curieusement peut aussi éloigner. Et je pense que ça ne se départira pas de veiller à conserver par exemple la possibilité d'un coup de fil entre confrères pour pouvoir discuter de certaines choses qui ne peuvent pas s'écrire, qui ne peuvent pas s'envoyer. Et puis ces informations numériques doivent pouvoir aussi être organisées. On voit le danger du DMP foutoir qui serait inexploitable. Donc il faut aussi que cette innovation s'inscrive dans quelque chose d'organisé, de cadré, où tout le monde trouve son compte. Comment va la médecine générale, Monsieur le Président? Vous êtes un jeune président du Collège national. Comment va-t-elle? Elle se porte bien, se développe il y a dans sa diversité. Il y a des gros enjeux qui sont toujours. Alors actuellement, on a des enjeux autour du développement professionnel continu. On a des enjeux autour de la délégation de tâches. On parlait très bien d'innover, de se réorganiser, mais si on le fait n'importe comment, qu'on délègue, on partage des tâches avec le pharmacien, l'infirmière, les infirmières de pratique avancée, etc., de manière non organisée, non structurée, on a l'impression qu'on peut dépioter notre discipline. Il faut qu'on trouve un cadre logique, cohérent, où toute cette évolution s'inscrive. Voilà deux exemples, par exemple. C'est une grosse organisation, votre Collège national? Ah, c'est à la fois, c'est petit physiquement dans les locaux, mais il y a énormément de personnes qui travaillent derrière, donc qui représentent environ entre 50 et 60 000 médecins généralistes qui sont représentés par notre structure. Et j'ai fait le compte il n'y a pas bien longtemps, la semaine dernière, des groupes de travail qui actuellement travaillent au sein du Collège de médecine générale sur une thématique ou une autre, les hôpitaux de proximité, la ROSP, etc. On a 98 groupes de travail en parallèle, donc il y a vraiment une grosse machine derrière, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'axes, de choses à faire avancer dans notre métier. Et évidemment, la radiologie est un acte important pour le médecin généraliste d'abord.
Oui, à tout point de vue. Oui. Oui, c'est vraiment important. Et puis, du coup, du point de vue du Collège de médecine générale, l'enjeu, c'est pas d'en rester au constat. C'est très bien de faire le constat des états des lieux. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Mais il faut pouvoir maintenant, profitons justement d'avoir des structures qui nous représentent, qui ont un certain bras de levier pour pouvoir maintenant avancer et, en fonction des constats, proposer l'évolution du guide de bon usage des examens de radiologie, évoluer sur aussi nos relations au sein de ce congrès, etc. Oui, le ministère, la Direction générale de l'organisation des soins, vous avez demandé tout spécifiquement à vous, monsieur... Alors, pas à moi directement, mais à moi en tant que responsable du GIRSI, le GIRSI étant un groupe interrégional de recherche clinique et d'innovation. Ils vous ont demandé quoi? Et effectivement, ils m'ont demandé de promouvoir la recherche clinique en soins premiers, c'est-à-dire en médecine générale, principalement. Et c'est par cette voie que je suis rentré dans le monde de la médecine générale et que petit à petit, j'ai découvert ce monde et que je suis particulièrement intéressé. Alors, vous avez fait une étude pour un sondage, une étude que vous avez évoqué, que vous avez évoqué ce matin. Donnez-nous-en peut-être les éléments principaux, l'un et l'autre. On a fait une enquête miroir, c'est-à-dire qu'on a envoyé à des médecins généralistes et à des médecins radiologues leur vision des relations à travers la demande d'examen, à travers le compte-rendu qu'ils écrivent ou qu'ils reçoivent. Et on leur a demandé, pour chacun de ces thèmes, ce qu'ils attendaient, ce qu'ils souhaitaient et ce qui arrivait dans la réalité de leur compte-rendu ou de leur demande. Et sur cette étude, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme souvent avec les pratiques déclarées, hein, on voit que les pratiques déclarées d'un côté ne sont pas vues, constatées de la même manière selon l'émetteur et le récepteur. Donc ça pose des questions sur notre propre mise en pratique de nos convictions, de ce que l'on souhaite faire. Finalement, il y a sans doute plein d'obstacles pragmatiques qui font que on sait qu'il faut faire un compte-rendu complet, faire une demande complète pour la plus complète possible pour le radiologue, mais finalement, on n'y arrive peut-être pas bien dans les faits. Et donc, il faut travailler là-dessus. Et c'est un des axes de travail, d'essayer de voir comment mieux organiser nos demandes d'examen radiologique. En vous écoutant, on est assez convaincu effectivement de la nécessité d'un travail en bonne intelligence. Mais qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour passer des principes aux actes? Si vous aviez un ou deux conseils à donner aux radiologues qui nous regardent, vous ferez de la même manière pour les généralistes. Alors, je sors de la conférence de Daniel Cohn-Bendit. Alors, j'ai appris 2-3 trucs et il y a 2-3 phrases qui m'ont bien plu et qui s'appliquent bien. Il y a il faut prendre du temps. Voilà, il faut peut-être un peu ralentir. On ne va pas tout faire tout de suite. Il y a 2, il faut être ouvert. Il faut vraiment être ouvert à la discussion. Estimer que nos pratiques ne sont pas forcément les meilleures pratiques. Il faut comprendre les autres. Et effectivement, il faut comprendre la charge des médecins généralistes, comprendre ce dont ils ont besoin pour prendre en charge le patient, qui n'est pas toujours ce qu'on leur donne. Croyant bien donner, on ne donne pas toujours les informations qui les intéressent. On en donne d'autres. Donc je pense qu'il faut prendre du temps, s'entendre, et puis mettre des choses pratiques en place, simples au début, pour qu'on se rende compte que quand on discute, eh bien, on arrive à faire des choses petites, mais on arrive à faire des choses. Et en faisant des petites choses, après, on arrivera à en faire des plus grandes. Je ne vais pas vous faire l'analogie du ruisseau, etc. Oui, je rejoins cette politique des petits pas. Il y a les Même un président ambitieux en début de mandat, il se suffit de petits pas, il ne veut pas aller vite. Ça passe par là, par là. Et sur le caractère pratique aussi, que je rejoins tout à fait, sortir des jugements du caractère peut-être des fois trop défensif ou nombriliste qu'on peut être amené à avoir en réaction de défense, quoi. Et aussi, je pense, accorder à la fois des actions nationales, institutionnelles, structurelles, organisationnelles, et aussi des rapprochements locaux. Les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, vont permettre de créer ces espaces un petit peu de dialogue entre professionnels du médical, mais aussi du médico-social au niveau des territoires. Et je pense que c'est complémentaire et que les deux doivent avancer ensemble, à la fois la dimension collective nationale et puis la dimension micro-collective locale. D'accord. On est dans une nouvelle étape, selon vous, là, de coopération entre professionnels ? J'espère qu'on va.
Oui, ouais. Je ne sais pas si c'est une nouvelle étape, mais en tout cas, ça bouge. Ouais. En tout cas, c'était vraiment un axe, visiblement, de ce congrès. Quand je lis le dossier fait par nos confrères, je les ai cités, du journal Le Généraliste, et qui interroge Catherine Adensbaum, la présidente de CJFR 2019, c'est effectivement une volonté de marquer ce congrès par ces relations nouvelles, améliorées entre les deux professions. Bon, bah écoutez, on retrouvera l'entretien de Catherine Adensbaum dans ce journal. En tout cas, merci d'être venu nous voir et bon congrès. Merci beaucoup. Merci à vous. Qui n'est pas terminé. Ah non, loin de là.